Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, mon collègue et moi-même, nous allons vous parler de la sécurité de la communication de le Bluetooth et notre attention se portera plus particulièrement sur l'algorithme de chiffrement O0. Imaginez-vous un secteur où nos communications sans fil sont omniprésentes, la nécessité de sécuriser ces échanges devient cruciale. Aujourd'hui, nous nous plongeons de l'univers du Bluetooth, cette technologie qui en fait que nous utilisons au quotidien pour connecter nos appareils sans fil, et nous souhaitons vous dévoiler l'un de ces éléments fondamentaux, c'est l'algorithme de chiffrement O0. Celui-ci en fait joue un rôle très crucial en garantissant la sécurité de nos transmissions. Alors, pour commencer, notre exposé débutera par une petite introduction. Nous utiliserons ensuite l'architecture et le fonctionnement du Bluetooth. On va détailler le fonctionnement. Ensuite, nous nous concentrerons sur l'algorithme de chiffrement O0. Puis, nous allons voir des cas pratiques de cet algorithme de chiffrement. Et puis, nous mettrons en lumière les différentes vulnérabilités qui pourraient compromettre cette sécurité. Et enfin, notre conclusion récapitulera l'essentiel de notre étude. Avant de plonger dans l'architecture et les subtilités de l'algorithme O0, permettez-moi de vous transporter dans les débuts de cette technologie révolutionnaire. En 1994, en plein cours de l'Inde, ensuite, naissait une idée qui allait en fait transformer notre façon de connecter nos appareils. C'est là qu'Ericsson, le fabricant suédois, jetait les bases du Bluetooth. 4 ans plus tard, cette vision prenait de l'ampleur réunissant des géants tels que IBM, Intel, Nokia et Toshiba pour former le Bluetooth Special Interest Group. Le véritable tournant se produit en juillet 1999 avec la sortie de la spécification 1.0 offrant les portes à un réseau sans fil reliant nos appareils de manière simple et efficace. Puis, en décembre de la même année, le Bluetooth compte déjà 9 sociétés partenaires, annonçant une ère de connectivité sans précédent. Cependant, le réel bond en avant survient en mars 2006 avec l'avènement du Bluetooth SIG de deuxième génération. Ce saut technologique en fait permet un débit remarquablement supérieur, passant de 1 MB par seconde à 100 MB par seconde. Cette évolution majeure facilite l'échange des fichiers volumineux entre téléphones mobiles et périphériques, informatique bien sûr, propulsant ainsi le Bluetooth au cours de notre quotidien. Alors, passons maintenant à l'architecture et le fonctionnement du Bluetooth. Tout d'abord, commençons par une notion importante à savoir, c'est la notion du Piconet. Alors, c'est quoi le Piconet? Un Piconet, en fait, c'est un réseau personnel sans fil qui relie 2 ou plusieurs appareils Bluetooth. Dans un Piconet Bluetooth, un seul appareil agit en tant que maître, tandis que les autres appareils agissent en tant qu'esclaves. Le maître est ainsi responsable de synchroniser les transmissions et de gérer l'accès au canal de communication radio, tant que les esclaves suivent les ordres du maître. Le maître maintient également le contrôle du réseau en attribuant des plages de temps, c'est ce qu'on appelle des slots temporels, pour que chaque esclave puisse transmettre des données. Il communique avec chaque esclave tour à tour, permettant ainsi une communication synchronisée entre les appareils de Piconet. Un appareil maître peut également être un esclave dans un autre Piconet, ce qui permet en fait de créer des réseaux plus vastes qui sont appelés des scatternet. Passons maintenant au modèle architectural du Bluetooth. En fait, le Bluetooth repose sur un modèle en couche similaire au modèle EV et d'autres protocoles de communication. La première couche, en fait, c'est la couche application. En fait, c'est une couche supérieure où les applications utilisent les services fournis par Bluetooth. Les profils Bluetooth définissent les protocoles pour des applications spécifiques comme les casques audio, par exemple. La deuxième couche, c'est la couche SDP, ça veut dire couche Service Discovery. En fait, c'est une couche qui permet de découvrir les services disponibles sur les appareils Bluetooth à proximité. Cela permet aux appareils de savoir ce que d'autres appareils peuvent offrir. La troisième couche, c'est Logical Link Control and Adaptation Protocol.
Cette couche, en fait, gère l'établissement et le maintien des connexions logiques entre les périphériques Bluetooth. Elle divise les données en paquets pour les transmettre de manière fiable et sécurisée et elle comprend les échanges nécessaires pour l'établissement d'un Piconet, son maintien et elle gère principalement le multiplexage des différentes transmissions sur une liaison qui est radio unique. La quatrième couche, c'est Link Manager Protocol. C'est une couche en fait qui permet l'établissement et le contrôle du lien, à savoir l'authentification, le chiffrement, la gestion du mode économie de batterie par exemple, etc. La dernière couche, c'est la couche Bluetooth with Hand, gère les aspects fondamentaux de la communication radio, tels que la modulation, la transmission des données, la correction d'erreurs, etc. En fait, au cours de la connexion sécurisée entre un émetteur de message et son récepteur se trouve l'algorithme E0, un algorithme de chiffrement par flot utilisé par le protocole Bluetooth pour protéger les transmissions. Il crée une suite pseudo-aléatoire avec laquelle on effectue un XOR avec les données. La clé, en fait, peut avoir une taille variable, mais sa longueur est généralement de 128 bits. Voilà, explorons ensemble maintenant ce mécanisme de chiffrement. Commençons par comprendre le concept principal du chiffrement par flot. Le chiffrement par flot, en fait, c'est une technique de cryptage utilisée en cryptographie symétrique pour sécuriser les données en continu plutôt que par des blocs qui sont distincts. Elle arrive donc à traiter les données de longueur quelconque et n'a pas besoin de les découper en blocs. On chiffre chaque bit ou bien chaque octet du message clair avec une nouvelle clé appelée clé de flow, ou bien c'est ce qu'on appelle en fait le keystream. Le keystream est tout simplement en fait une séquence de bits générés à partir de la clé symétrique. Et pour générer ce keystream, on utilise un générateur pseudo-aléatoire appelé le GPA. Pour chiffrer un message, en fait, on utilise également le principe de masque jetable. Alors, qu'est-ce que veut dire masque jetable? En fait, ça veut dire que la clé est utilisée une seule fois pour le chiffrement. Ça veut dire si on chiffre par exemple un message M1 avec la première clé, le message M2 sera chiffré avec une clé qui est différente à la première. Pour chiffrer un message, en fait, on utilise un XOR entre le message chiffré, entre le message clé, et le keystream. Et pour l'opération inverse, ça veut dire pour trouver le texte clair, on fait un XOR entre le message chiffré et le keystream. Passons maintenant au fonctionnement de E0. En fait, l'algorithme E0 passe par 5 étapes essentielles. La première étape, c'est l'initialisation. En fait, lorsqu'un appareil souhaite se connecter à un autre, une clé de session est générée. Cette clé est ensuite utilisée pour créer des séquences pseudo-aléatoires. C'est la fameuse séquence E0 en fait. Donc, la deuxième étape, ce sera la génération de cette séquence-là. L'algorithme E0 en fait crée la séquence de bits pseudo-aléatoires en utilisant la clé de session et un numéro de paquet spécifique identifiant à l'appareil. Cette séquence est générée de manière déterminée, ce qui signifie en fait qu'elle peut être reproduite si les mêmes paramètres par exemple sont utilisés. La troisième étape en fait c'est le chiffrement des données. Les données en fait à envoyer sont combinées avec la séquence O0 déjà générée précédemment via une opération XOR. Cela signifie que chaque bit des données est combiné avec le bit correspondant de la séquence O0 pour créer des données qui sont chiffrées. Ensuite, on a l'étape de la transmission des données chiffrées. Ça veut dire que les données seront en fait transmises à l'autre appareil récepteur. La dernière étape, en fait, c'est le déchiffrement des données. En fait, l'appareil récepteur utilise la même clé de session et le même numéro de paquet pour générer la séquence O0. Il applique ensuite l'opération XOR entre la séquence O0 générée et les données reçues, ce qui permet de retrouver les données originales. Maintenant, une fois qu'on a cette clé, l'intérêt, en fait, va être qu'on peut pouvoir la XORer avec le message qu'on veut envoyer à quelqu'un. À ce moment-là, on va obtenir notre message chiffré. Et si une autre personne a cette clé,
il va pouvoir donc la XOR à son tour, XOR à son tour le message et on va pouvoir retrouver donc le message d'origine. En fait, le plus difficile pour les attaques, c'est de retrouver la clé pour déchiffrer les données. Maintenant, je cède la parole à mon collègue pour vous expliquer un cas pratique pour bien comprendre le fonctionnement de E0. Merci. Moi, je vais commencer par vous parler des LFSR. C'est quelque chose qui est utilisé dans notre algorithme E0 et qui est important de comprendre. Donc là, on va prendre un cas vraiment très basique pour comprendre comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est qu'un LFSR? C'est plusieurs bits qui vont définir la taille du LFSR. Donc là, on utilise un LFSR de taille 3. Il est défini par ce polynôme. Et là, ça veut dire que avec ce polynôme, qu'on va exécuter un XOR à chaque itération du LFSR entre le bit 3 et le bit 2. L'emplacement de ces XOR est important parce que si les XOR sont placés correctement, le LFSR va nous permettre de générer une suite de bits pseudo-aléatoires d'une taille de 2 puissance n-1, qui est la taille maximum, avec n étant la taille du LFSR. On va voir avec un petit exemple comment ça marche. Là, on a le numéro des bits du LFSR, donc le bit 1 correspond à ce bit, le bit 2, le bit 3. On va charger notre LFSR avec 2 bits à tout à 1, là, mais on aurait pu mettre n'importe quoi d'autre. Et à chaque itération, le bit 3 va sortir et va être utilisé à chaque itération. C'est ce bit qui va être utilisé, qui va être sauvegardé, utilisé pour générer notre clé de chiffrement. Donc le bit 3 va sortir et les deux autres bits vont se décaler donc vers la droite. Donc ces deux bits-là finissent respectivement par se trouver là et là. Et pour calculer la nouvelle valeur du bit numéro 1, eh bien, on fait le XOR entre le bit 3 et le bit 2. Donc là, un XOR entre 1 et 1, ça nous fait 0. Ça sera la valeur du bit 1. Si on effectue encore cette opération, eh bien, ce bit 1 sort, ce bit 0 est décalé. Et on a encore un XOR entre 1 et 1, ce qui nous fait 0, donc 0 rentre ici. Et on va pouvoir faire cette opération, si les XOR sont bien placés, on va pouvoir faire ces opérations 2 puissance n-1 fois avant d'avoir une répétition dans le nombre de sorties, et pour voir la répétition de ici à ici. Donc les LFSR dans notre algorithme 0 sont un peu plus complexes que ça. Donc ils sont ici, il y en a 4 et ils sont de tailles différentes, mais additionnés ensemble, ils nous permettent d'avoir 128 bits, qui est la taille de la clé. Ils sont définis par ces polynômes, et on ne peut pas utiliser juste la sortie des LFSR pour faire notre clé de chiffrement, parce que ça serait quelque chose qui est linéaire, donc qui peut être défini par une série de fonctions linéaires et qui serait facile à décrypter. Donc on va rajouter une fonction, on va rajouter une série de fonctions qui va rendre notre système non linéaire et donc bien plus difficile à décrypter. Donc c'est ces trois fonctions qui vont être utilisées que je vais développer. Alors ici on a le schéma de notre système. Donc vous retrouvez ici notre 4 LFSR. On a rajouté aussi un registre à 4 bits. Ces 4 bits vont être intitulés comme ici, CT-1, CT-1 double prime, CT prime et CT double prime. On va d'abord s'occuper de cette partie. Donc cette partie va prendre X1, X2, X3, X4 qui sont respectivement les sorties de notre LFSR 1, 2, 3 et 4. On va aussi prendre en compte notre registre à 4 bits qu'on va initier à 0, 0, 0, 0. Et on va dire que les sorties de nos LFSR sont à 1 chacune. On va d'abord appliquer cette fonction st plus 1, cette fonction qui va nous donner st plus 1 qui est un vecteur de 2 bits.
Pour ce faire, il nous faut YT. YT, c'est tout simple. Ça va être la somme de nos 4 bits X1 jusqu'à X4. Et on va y ajouter les 2 bits de CT. Vous vous rappelez, notre registre à 4 bits est divisé entre CT-1 et CT, chacun qui font 2 bits. Donc ça nous fait 4 plus 0 et 0 parce qu'on a initié l'ensemble à 0. C'est qu'on divise par 2, ce qui nous donne 2, comme ici. Sachant que la valeur est bien comprise entre 0 et 3, parce que si tout était atteint à 1, ça nous ferait 6 divisé par 2, ce qui nous donnerait 3. Donc même au maximum, on garde une représentation binaire qui se fait sur 2 bits. Donc là, on a trouvé 2 qui se représentent de cette façon. Une fois qu'on a le ST plus 1, on veut calculer CT plus 1. Ça va nous permettre de mettre à jour notre registre à 4 bits à chaque itération. Et ST plus 1 se calcule de cette façon. Il se calcule avec nos vecteurs qu'on a calculé avant ST plus 1. Et il se calcule avec 2 transformations linéaires dans lesquelles on va rentrer les 2 parties de notre registre à 4 bits, CT-1 et CT. Ces transformations linéaires sont les suivantes, et on a une table qui nous permet de les avoir directement. Donc si on applique là, CT c'est 0, 0, donc T1 c'est 0, 0, et C plus 1 c'est 0, 0, donc T2 sera aussi à 0, 0. Donc maintenant on a du coup le vecteur ST plus 1 qui est 1, 0, et les 2 vecteurs qui sont tous les deux à 0, 0. Si on fait un XOR entre ces vecteurs respectifs, on obtient CT plus 1 qui a 1, 0. On va utiliser, donc ce qu'on va faire, c'est que les valeurs de CT ici vont remplacer les valeurs de CT-1, et le vecteur CT plus 1 qu'on a trouvé va prendre la place de CT. Donc ce qui nous permet à chaque itération d'actualiser notre vecteur. On va avoir le CT', le premier, qui va être aussi utilisé pour nous permettre de calculer notre keystream. Donc ça va être fait de cette façon. On a notre registre à 4 bits et notre sortie de LFSR qui sont toutes à 1. Comme vous le voyez ici, notre sortie de la sortie de notre système sera un bit Z qui va être un bit de notre keystream, et pour cela on va faire un XOR entre X1 et X4 et en utilisant le bit CT qui est celui-là. Donc il faut faire un XOR entre 1, 1, 1, 1 et 1, ce qui nous donne 1. Donc voilà, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé juste un bit de notre keystream. Imaginons qu'on a les mots Bluetooth qu'on représente en binaire de cette façon. Bien, pour chiffrer ce mot Bluetooth, il nous faudra autant d'itérations de notre algorithme pour avoir un vecteur Z qui correspond à la représentation binaire de notre mot. Une fois qu'on a ces 2 vecteurs, il suffit de faire un XOR pour avoir le texte crypté obtenu ici. Et si on essaye de repasser notre texte crypté en ASCII, on obtient quelque chose d'illisible. Maintenant, ma collègue va vous parler des vulnérabilités. Alors, maintenant, je vais vous citer quelques vulnérabilités de cet algorithme. À savoir la faiblesse du chiffrement. En fait, la clé de session, bien que souvent est de taille fixe, donc 128, peut être en fait sujette à des attaques par force brute, par exemple. Des attaquants en fait pourraient théoriquement essayer toutes les combinaisons possibles pour casser la clé. Il y a également des attaques par cryptanalyse, comme avec de nombreux algorithmes. L'algorithme O0 pourrait être vulnérable à des attaques cryptanalytiques avancées, telles que les attaques différentielles ou bien les attaques linéaires. Également, il y a un autre type d'attaque, c'est des attaques par faute. En fait, les attaques par faute visent à perturber le fonctionnement de l'algorithme O0, ça veut dire le fonctionnement normal de l'algorithme, en introduisant délibérément des erreurs. Des études en fait ont montré que l'algorithme O0 malheureusement peut être vulnérable à de telles attaques.
Pour conclure, de par ses vulnérabilités, l'algorithme Zero, un algorithme qui est plus utilisé de nos jours, c'est un algorithme qui a été utilisé dans les années 2000 jusqu'à 2005-2006 quand des failles ont été trouvées. Ça reste vraiment un sujet intéressant d'étude, mais il a été remplacé par d'autres algorithmes de chiffrement qui sont les suivants, l'AES, le SSP et le CCS. Merci.